Bonsoir à tous, merci d'être présents à cette table ronde en ce début d'après-midi, dont le thème est « Marc, quelles sont vos attentes en matière d'agence de design ?» Donc je vais présenter chacun des intervenants qui va lui-même dire quelques mots sur son profil et sa carrière. Donc je vais commencer par Chantal Sandoz. Tu as un micro là. Ça marche, bonjour. Bonjour Chantal. Alors, dis-moi un petit peu tout ce que tu as fait. Tu veux que je parle bien moi j'ai une expérience assez unique en matière de packaging, puisque depuis un certain nombre d'années, j'ai été amenée à développer des territoires de marque à travers un bon nombre de packaging. J'ai démarré en marketing, donc quand j'étais bébé, chef de produit, jusqu'à être directeur marketing. Donc je suis passée dans l'agroalimentaire, dans les papiers sanitaires et domestiques, et puis dans la confiserie. Et ensuite, donc j'ai rejoint le design, puisque j'ai eu la chance de créer le département packaging chez Desgrippes, donc agence Brand Image, qui est présente dans la salle. Et donc ça a été une très belle expérience de passer du marketing à l'agence pour effectivement voir deux mondes complètement différents, mais qui sont obligés de fonctionner ensemble. Et ensuite, j'ai créé le service packaging du groupe Carrefour. Donc là, la distribution, donc aussi un territoire de marque et un territoire d'expression très différent et très large. On gérait 14 000 packaging par an, donc c'est énorme. En alimentaire et en non alimentaire, on a 6 agences, on a 4 photograveurs, on travaillait pour 5 pays. Et donc là, c'est un univers à la fois de concept et aussi un univers de production, et où le résultat compte énormément. J'imagine. Merci Chantal. Maintenant, je vais passer la parole donc à Jean-Paul Manet, qui est responsable innovation chez Nestlé. Jean-Paul, à vous. Alors moi je suis chez Nestlé France depuis une vingtaine d'années, avec différents postes marketing à différents niveaux de responsabilité. Et après un passage au centre mondial en Suisse à Vevey, je suis revenu pour m'occuper en corporate et en transversal de l'innovation, puis plus récemment du packaging. Voilà, et donc je coordonne les différentes activités qu'on a sur ces deux thèmes avec toutes les équipes business qui sont à Noisiel, donc à notre siège à Marne-la-Vallée. Bienvenue, merci. Et maintenant, Tania Lefebvre, qui est International Marketing Director chez Spotless Group. Alors dites-nous un peu ce que vous faites et qui est Spotless Group, s'il vous plaît. Oui, alors Spotless Group, vous connaissez peut-être pas, mais vous connaissez certainement en France des marques comme Eau Écarlate, Vigor, Vue. Ou plus récemment, en fait, nous avons repris la marque Catch à Sara Lee. Donc nous sommes un groupe indépendant qui opère dans 9 pays en Europe, avec des marques fortes sur différents segments dans la household. Moi j'ai un background vraiment au marketing, j'ai démarré plutôt dans les grands groupes chez L'Oréal et chez Johnson & Johnson. Chef de produit, j'ai grimpé un peu les échelons et aujourd'hui en fait je coordonne au sein de la structure Spotless au niveau international les différents pays. On a pas mal de projets d'harmonisation packaging parce qu'on a des marques locales dans les différents pays qui peuvent avoir des designs complètement différents, et dans un souci de vouloir harmoniser, c'est un joli challenge pour les agences. Ok, je pense que la table ronde va être intéressante. Et maintenant, je vous présente Gérard Caron, mais il n'y a pas la peine de vous le présenter. Gérard, à toi. Oui, bonjour. Je suis dans le design déjà depuis un certain nombre d'années, mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis ici. C'est en fait pour accueillir tous les intervenants qui sont ici. Et j'ai un privilège tout de même dans cette profession, c'est d'avoir le droit et l'occasion de me promener dans toutes les agences de design et également chez les annonceurs, dans les marques, on va dire, aujourd'hui. Ça veut dire que je fréquente aussi bien un côté du travail que l'autre côté, puisque l'agent de design travaille pour des marques, les marques ont besoin du design. Donc, et je suis au fond sur les deux territoires. Alors c'est une chance parce que j'entends dire des choses d'un côté et j'entends dire à peu près les mêmes choses de l'autre côté. D'où l'idée de se dire, bien, on va faire 2 tables rondes, on va discuter. La première table ronde, ça va être celle, les marques vont s'exprimer. Ben voilà ce qu'on attend d'une agence de design, voilà ce qu'on y trouve, voilà ce qu'on n'y trouve pas peut-être. Hein. Et puis voilà ce qu'on espère pour le futur.
On va poser la même question par la suite aux agences de design qui ont répondu présent aussi pour cette petite manifestation. Alors, on va commencer. Jean-Paul, je vais commencer par toi si tu veux bien, en te posant une question, puisque tu représentes ici sur ce plateau un groupe énorme, le premier groupe agroalimentaire mondial, quand même Nestlé. Tu travailles avec un nombre important d'agences de design depuis 20 ans, là tu dis. Tu occupes en plus un poste important, parce que tu t'occupes du packaging, mais également l'amont du packaging, c'est dans l'innovation des produits. Donc ça va être intéressant tout à l'heure, je vais te poser la question, à quel moment fais-tu intervenir le design dans ce processus? Mais la première question est plus orientée vers le choix des agences. Comment est-ce qu'un groupe comme Nestlé établit son listing d'agences? Comment fait-on quand on est une marque comme Nestlé? Sur quels critères s'appuie-t-on au fond? Alors tout d'abord, il faut dire que Nestlé a un certain nombre de valeurs et donc la première chose, c'est que nous travaillons avec des agences qui ont nos valeurs, qui soient très très proches de nous pour qu'on ait une grande facilité pour se comprendre. Donc ça n'est pas forcément le cas avec toutes les agences, mais pour nous c'est important. Et comment est-ce qu'on peut vérifier ça, Jean-Paul? Alors tout d'abord, il y a une question d'historique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des compétitions tous les 4 matins. Non. Donc il y a des agences avec lesquelles on travaille depuis très longtemps et puis c'est comme dans les couples, c'est-à-dire qu'il y a des agences qui se développent, c'est-à-dire que les équipes valorisent le travail d'un autre business et finalement certaines agences croissent à un moment donné et d'autres au contraire décroissent quand finalement la relation n'est pas suffisamment riche. Et au départ, parce que sur la place de Paris par exemple, il y a bon nombre d'agences, vous les recevez, comment faites-vous? Alors, donc pour les agences de design, comme je le disais, on fonctionne avec des partenaires. C'est exactement comme pour les agences de publicité, pour les agences de communication. Donc, ce qu'on fait, c'est des audits. On travaille aussi avec les achats. On établit des listes de critères. Et pour essayer de voir quels sont les points forts et les points faibles par rapport à ce que nous leur demandons, par rapport à nos types de briefs. Et puis en fonction de ça, et en fonction de la culture, en fonction aussi bien sûr de la situation concurrentielle, il y a des agences qui sont déjà prises par des concurrents. Oui. Ouais. Donc forcément, on finit par sélectionner un certain nombre d'agences. De temps en temps, on en essaie une nouvelle. Si ça marche bien, ça se développe. Sinon, non. Parce que Nestlé a la réputation, et j'ai pu le vérifier, d'avoir quand même un certain esprit de fidélité par rapport à ces agences. Et vous travaillez tout compte fait avec assez peu d'agences, parce que vous avez un portefeuille de marques considérable. Finalement, pour l'instant... Pour ceux qui souhaiteraient effectuer une formation sur le marketing à la carte, au choix, je vous invite à vous rendre en salle de formation numéro 1 dès maintenant. Moi, je vous invite à rester ici, mais enfin, bon. Bon, pour l'instant, on travaille principalement avec 4 agences. Effectivement, c'est pas énorme. On a travaillé avec beaucoup plus d'agences, mais petit à petit, ça s'est simplifié pour à la fois avoir des meilleurs contacts dans les agences qu'on a sélectionnées et à la fois avoir une relation de partenariat, de fidélité au cours des années. Et donc, finalement, petit à petit, on n'en a pas un très très grand nombre. Très bien. Merci. Chantal, tu as une expérience absolument phénoménale. Bon, moi, j'ai dû présider à la création à peu près de, je sais pas, 15 000 packaging, mais toi, c'est 15 000 par an et pendant 16 ans. Oui. Donc ça, c'est tout de même inouï. J'ai fait beaucoup de bébés. Ah oui, je connais personne d'autre, je crois, sur ce marché qui a autant d'expérience que ça. Voilà. Donc merci d'être là aussi. Hein. Alors, la question, c'est qu'est-ce que peut apporter une agence de design face à une marque de distributeur? Bon, je ne vais pas parler de la première période des marques de distributeurs qui est quand même plagiée assez franchement les marques nationales ou internationales. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une agence de design peut apporter? Un distributeur a des codes. Les marques nationales et internationales ont leurs codes aussi. Alors, quelle est la place là, du design et des agences? Nous, on distingue 2 territoires, c'est-à-dire le territoire conceptuel, c'est-à-dire l'amont, c'est-à-dire le corpus de la marque. Et ça, on le détermine en fonction du positionnement des territoires, des différents territoires de la marque Carrefour. Donc là, c'est des agences qui sont conceptuelles et qui vont effectivement nous amener toute la réflexion à la fois stratégique et à la fois créative.
et on va verrouiller ça par des chartes graphiques qui effectivement vont être les guides des 14 000 packaging qui vont sortir ensuite. Et puis il y a les agences qui vont produire, c'est-à-dire celles qui vont générer un petit pois, un paquet de pâtes, un plat cuisiné, un yaourt, etc. En respectant ce qui a été établi en respectant par ce l'autre qui agence. est effectivement déterminé dans les chartes graphiques. Et donc là, on a plus besoin d'agences de production, entre guillemets, voire de plateformes, qui effectivement vont gagner en temps, vont gagner en résultats, pour qu'effectivement, parce que quand on gère 14 000 packaging, tu peux imaginer que le délai est important et il faut que le produit arrive en magasin à la date à laquelle il a été prévu. Donc il y a, c'est des philosophies d'agences différentes, c'est des positionnements d'agences aussi différents, ce qui nous amène à travailler avec une panoplie importante de prestataires et à la fois des gens de concept comme des gens d'exécution. Et par exemple, Jean-Paul nous a dit qu'il travaille avec quatre agences. Toi, tu travaillais jusqu'à encore peu de temps. Avec combien d'agences? Alors, il y a encore 2 ans, on travaillait avec 6 agences au niveau création. Et aujourd'hui, par la masse des produits qui sont effectivement à sortir, on a fait la démarche de rationaliser nos agences pour qu'effectivement il y ait un trend très opérationnel entre les agences et la distribution, ce qui fait qu'on a réduit à 2-3 agences en amont et on est allé vers des plateformes d'exécution. Ouais, très bien. Ça signifie quand même que le besoin de créativité est toujours là, mais il est peut-être plus concentré sur un interlocuteur ou sur un intervenant. On vient de refaire les chartes graphiques, Oui. donc quelque part, bon, le territoire de marque ne change pas, enfin, l'expression du territoire de marque ne change pas tous les ans. La dernière charte graphique datait de 2005, donc il était nécessaire de se reposer sur effectivement les évolutions de la marque et de ses différents territoires, puisqu'aujourd'hui il y a du Carrefour cœur de marché, il y a du Carrefour discount, il y a du Carrefour sélection, il y a du Carrefour bio, etc. Donc on a une marque qui est multiple et qui a des gammes très différentes et très différenciées. Donc ce qui n'était pas le cas de 2005. Donc là on remet tout à plat. Et donc à partir du moment où on a tous effectivement avec les brand managers décidé des territoires d'expression des marques, il suffit, même le mot ne convient pas, parce que quand on gère une masse comme ça, c'est pas effectivement en ligne droite, parce qu'on va chercher de la créativité aussi quand on fait un plat cuisiné, même à l'intérieur d'une charte graphique, et c'est ce qui est le plus complexe dans une marque distributeur. C'est de savoir effectivement amener une petite touche d'innovation graphique ou une petite touche de différenciation à l'intérieur d'une charte graphique et d'un marché qui est codé. Merci. Tania, c'est ton tour, tu t'en doutes. Alors, toi, tu es sur un marché quand même avec des codes très spécifiques et je vais oser dire, sur le plan du design, même un marché assez ingrat au fond, parce que travailler sur Eau Écarlate, sur Vigor, sur Catch, etc. Je ne sais pas que tes produits soient ingrats, mais l'expression graphique est toujours très limitée quand même. Alors, quelle est la place véritablement du design? Comment est-ce qu'un designer peut s'intégrer dans des codes établis aussi forts et presque internationalement au fond? En fait, c'est vraiment à plusieurs étapes. Donc, nous, on fait intervenir les agences déjà aussi vraiment dans le travail amont. Parce que c'est vrai que dans le domaine du household, on se creuse beaucoup la tête comment on peut demain mieux laver, mieux nettoyer. Et c'est un peu difficile d'innover. Donc on passe beaucoup de temps en fait vraiment dans la recherche des nouvelles idées. Donc ça peut à la fois passer par des idées de produits, mais aussi après aussi le packaging joue un rôle assez important. Donc après c'est vrai que notamment aussi tout ce qui est développement une c'est quelque chose qu'on essaye de plus en plus aussi d'intégrer. Ou après, en fait, il y a aussi la problématique souvent vécue qu'une agence peut vous proposer un design volume qui, sur le papier, peut être très beau. Mais après, quand on vient à la phase d'industrialisation, avec les contraintes de coût, les contraintes techniques, parfois on a des mauvaises surprises. Ça, c'est arrivé, c'est du vécu, ça? Oui, c'est du vécu. Mais est-ce que vous laissez une certaine liberté aux designers? Non. Enfin,
laissez-vous une liberté? Si, je pense quand même. Après, c'est vrai que souvent on est après quand même rappelé malheureusement à la réalité des choses. Et nous n'avons pas de, nous avons quelques usines propres, mais on fait aussi produire beaucoup par différents sous-traitants. Donc c'est, je pense, plus difficile à gérer, comme dans un cas d'un grand groupe qui a ses propres usines. Et après, d'un point de vue packaging, vraiment purement design, dans notre cas où nous avons des marques différentes dans les différents pays, on fait aussi beaucoup travailler les agences après. Donc là, on a fait plusieurs repositionnements, des harmonisations au niveau européen, où là, on a vraiment essayé de travailler en partenariat pour avoir toute une réflexion stratégique sur le positionnement de la marque, comment je vais exprimer ça graphiquement, comment je vais prendre en considération une marque écarlate en France, qui s'appelle Grey en Italie, qui s'appelle Dylan en Angleterre, etc. Donc, c'est vraiment un travail en partenariat qu'on essaye de plus en plus mener. Je te demanderai d'intervenir tout à l'heure sur cet aspect-là, enfin le design français et le design international, puisque tu es particulièrement bien placé pour cela. Je voudrais poser... tout à l'heure, Jean-Paul, en se présentant, s'est présenté comme le responsable de l'innovation chez Nestlé. C'est sa spécialité, mais bien sûr, il est également en charge du packaging. Donc, c'est tentant, Jean-Paul, de te poser la question suivante. L'innovation d'un produit, pour toi, ça commence dès le concept. Hein, le produit n'existe pas encore, tu fais le petit germe et puis tu le développes. À quel moment, dans ce développement, fais-tu réellement intervenir les designers, les agents de design dont certaines sont présentes ici? Si on fait un petit rappel historique, on entend? C'est pas sûr. Si on fait un petit rappel historique, ce qu'on peut dire, c'est que pendant longtemps, les agences de design packaging étaient intégrées dans le processus innovation relativement tard. C'est-à-dire que c'était tout d'abord le marketing et les agences de com. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre donc deux éléments principaux. D'abord, la marque. On a tout un process en interne pour définir c'est quoi les valeurs de la marque à date et dans le futur. Et puis l'autre point important, on croise avec l'opportunité de business, c'est-à-dire vers quoi on va aller, vers quelle catégorie, qu'est-ce qu'on veut développer comme position concurrentielle. Donc historiquement, on travaillait avec les agences de com. Ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est qu'on fait monter en amont les agences de design, et notamment parce que ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles soient capables de traduire de façon créative ce qu'on appelle en jargon interne la big idea, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes de positionnement, etc. Mais au bout d'un moment, il faut être capable de la traduire de façon créative, de la façon visuelle. Et d'abord sur le packaging, ça va être le premier élément de communication, et de plus en plus qui va être déployé sur tous les supports de communication, qu'ils soient sur Internet ou en magasin. Et donc, finalement, ce sont ces agences qui, si elles sont capables à la fois de comprendre les éléments de positionnement, la stratégie marketing et les valeurs de la marque, vont être a priori le mieux à même de traduire ça en éléments visuels, ce qu'on appelle aussi en jargon interne les key visuals. Merci. Chantal, je voudrais profiter du fait que nous avons quelqu'un qui a un parcours dans le domaine du packaging réellement exceptionnel, parce que tu as été témoin pendant 16 ans de l'évolution de la relation entre les agences de design, les services qu'elles offraient et les attentes d'une marque comme Carrefour, mais au fond, peu importe la marque, là, au point de vue. Alors, comment as-tu vécu et comment décrirais-tu l'évolution des agences de design pendant toute ton expérience, où elles en sont aujourd'hui? Alors, effectivement, compte tenu de mon expérience, quand je suis sortie du marketing et que je suis rentrée au management d'une agence de design, ça a été un choc profond. Parce qu'effectivement, passer du marketing à l'activité de service, eh bien, on n'est plus du tout dans les mêmes repères. Et j'avoue que ça a été une des expériences les plus compliquées de mon parcours, même si j'en garde un souvenir ému de grande qualité dans ces agences.
Et là, j'ai compris qu'il y avait un gap entre le monde de l'agence et le monde industriel. Ce que j'ai essayé effectivement au sein de Carrefour, par le fait de la... Enfin, c'est pas Carrefour, mais c'est la distribution qui effectivement met au cœur de son développement à la fois le monde industriel par les fabricants, la distribution pour le côté marketing de la marque et les agences. Et je crois qu'un des principaux problèmes, mais on le retrouve dans d'autres domaines aussi professionnels, c'est qu'il y a des discours différents, il y a des langages différents et que les gens ont du mal à se comprendre. Et ça, c'est de mieux en mieux, mais je dirais qu'on a encore du chemin à parcourir. C'est que l'industriel, quel qu'il soit, hein, je mets le distributeur bien sûr dans le même sac, a un a priori à partir du moment où c'est l'agence qui propose quelque chose, où c'est l'agence qui dit quelque chose, et quelque part comme si l'agence n'était pas effectivement partie intégrante de l'entreprise. Et l'agence, elle, s'exprime avec des mots que l'industriel ne comprend pas forcément, qu'il peut penser comme trop pompeux, ou un discours de présentation d'une maquette un petit peu trop long, qui fait qu'il y a un biais qui s'établit, et un fossé qui s'établit entre l'industriel et l'agence, alors qu'ils sont là tous les deux pour avoir le meilleur résultat. Et je crois qu'au fur et à mesure des années, mais c'est assez récent, hein, moi je dirais sur les 5 dernières années, les agences se sont rapprochées des industriels, ont fait beaucoup plus de pédagogie vis-à-vis des industriels, se sont mis à parler le langage des industriels, à faire rentrer dans les agences des gens qui étaient déjà dans des services marketing. Et je trouve que ça a amélioré le discours et ça a amélioré le respect entre les agences et les industriels. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu observer, vous, dans vos différentes activités. Il y a encore du chemin à parcourir, hein. Je ne suis pas en train de dire que les deux aujourd'hui ne sont pas chacun du côté de la barrière, mais c'est en train pour moi de se rejoindre. Alors Chantal, tu viens de dire que les agences avaient fait un bout de chemin. Est-ce qu'on peut dire que les marques, enfin les industriels, ont fait également un bout de chemin vers plus de compréhension du design? Alors tout dépend des entreprises et tout dépend des interlocuteurs dans les entreprises. Je l'ai vécu en agence. Quand on a effectivement en face de soi des équipes marketing qui sont des gens très pros du marketing et dont le packaging est un élément de la stratégie marketing, on se rend compte qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne connaît pas le métier du packaging. Donc c'est en ce sens où je disais tout à l'heure que l'agence doit se mettre à la portée de son client et non pas rester dans son monde. Aujourd'hui, il est vrai, et beaucoup d'agences rencontrent ça au quotidien, ils n'ont pas en face d'eux suffisamment d'écoute sur leur travail ou suffisamment de gens en face d'eux qui maîtrisent ce métier. C'est vrai que bon, le packaging est un petit métier, alors que le marketing est un métier beaucoup plus large. Mais quelque part, c'est aussi dans ce sens où les industriels ont tout intérêt à considérer le métier du design parce que c'est quelque chose qui va leur amener de la valeur. Et c'est effectivement peut-être dans les équipes marketing où aujourd'hui on a à former et à expliquons notre métier du packaging, expliquons notre métier du design. C'est pas à toi que je peux dire le contraire parce que tu favorises beaucoup ça. Et je crois qu'on a encore un chemin en termes d'agence à parcourir pour convaincre nos clients, mais il faut aussi que les industriels, eux, aient envie d'accepter, d'apprendre ce qu'est notre métier. Tu sais, Chantal, que malgré toi, là, tu t'es mise à prendre le langage de l'agence vis-à-vis des industriels. Mais je suis c'est de pas tous ce les titre-là côtés, que je t'ai invité. tous les côtés, moi. Jean-Paul, il y a une chose intéressante dans ce que tu as dit tout à l'heure également concernant la place du design dans l'innovation. Donc, on comprend bien là que la créativité des gens dont la formation justement et la recherche des concepts nouveaux, etc., ça peut être utile, c'est un appoint. Mais tu n'es pas sans savoir non plus que tout ça, ça se termine par des tests, des pré-tests, des tests, des post-tests, enfin, et chez Nestlé, je pense que vous aimez bien cela. Alors, est-ce que ça, c'est pas un peu castrateur ? Les tests, on peut en dire tout ce qu'on veut, mais les tests, c'est pour vérifier si les consommateurs
voient nos produits et les comprennent les concepts pour commencer. Donc ça, c'est la première vérification qu'on fait. Donc on est là pour vendre des produits à nos consommateurs, donc il faut d'abord vérifier ce point-là. Le deuxième point, c'est que les tests ont pour mission de développer la valeur des marques. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre des nouveaux concepts ou mieux faire comprendre les bénéfices des concepts, mais il faut également développer la valeur de nos marques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit tester, mesurer régulièrement et de façon très quantitative. Voilà. Très bien. Donc, on ne peut pas dire que les tests tuent la créativité. Ils cautionnent la créativité parce que nous avons l'occasion ensemble de regarder les prix de Pentawards dans le monde, donc tous les packaging les plus créatifs du monde. C'est vrai que certains donnent envie d'aller aussi loin dans la créativité. Et toi-même, tu étais un peu envieux parfois, mais voilà, est-ce que c'est compatible ça ? Alors, tout dépend, ça peut être un long débat sur ce qu'est la créativité, mais pour nous, on ne fait pas de la créativité pour de la créativité, on essaie d'avoir des partis pris, de pousser des partis pris des agences pour encore mieux exprimer des stratégies. C'est en ça qu'il faut être créatif, c'est savoir transformer en visuel et en identité des stratégies de marque. On ne fait pas autre chose. Donc c'est ça qui est important, et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens qui sont capables d'aller toujours un pas en avant, donc d'avoir des positions, des partis pris, et que ce ne soit pas la norme du marché, parce que la grande difficulté, c'est que finalement tout le monde finit par copier tout le monde. Dès qu'une solution marche bien, on essaie de plus ou moins la reproduire, et donc c'est ça que nous recherchons, c'est des gens qui sont capables d'aller un petit peu plus loin. Merci. La fidélité aux agences, il n'y a pas une certaine usure qui peut s'installer, Jean-Paul, dans une agence après plusieurs années de travail, de collaboration quotidienne? Il ne faut pas être vigilant là-dessus? Il faut être très vigilant. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est régulièrement, tous les 2 ans, ce qu'on appelle des appraisals, c'est-à-dire qu'on s'évalue réciproquement, c'est-à-dire que ils nous évaluent, on les évalue. Ah oui, les agences design vous évaluent, oui, et vous les évaluez. Oui. C'est bien. Ouais. Déjà pour vérifier ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que disait Chantal tout à l'heure, c'est est-ce qu'on se comprend? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes de langage, on croit que le même mot veut dire la même chose, c'est rarement le cas. Donc il faut s'évaluer et voir si on peut continuer. À part ça, je trouve que c'est extraordinairement varié d'une agence et même de personnes, des dirigeants d'agence à l'intérieur de chacune. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au contraire, sont toujours en mouvement et des gens qui, effectivement, s'épuisent sur un sujet. Il n'y a pas de règle. Je trouve qu'on ne peut pas dire... Très bien. Merci. Tania, tu as évoqué tout à l'heure tes responsabilités internationales vis-à-vis des marques. Alors, c'est tentant de te poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un différentiel au niveau de la qualité, au niveau du suivi, au niveau des méthodes même, entre les agences de design françaises et celles que tu pratiques à l'étranger? Alors c'est vrai que nous sommes basés en France, donc on a tendance à travailler plus avec des agences françaises, mais ça nous arrive assez régulièrement aussi de faire intervenir par exemple des agences en Italie, parce que notre business en Italie est assez important, en Angleterre par exemple. C'est vrai que d'un point de vue créativité, moi je trouve qu'en fait les agences françaises sont très bonnes. Il y a une touche créative personnellement que j'aime beaucoup. Mais par contre, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Pourquoi c'est une tendance ? Bon, parfois, ça peut l'être. C'est vrai que nous, quand on va challenger les agences en leur disant, notamment par exemple, ça commence déjà dans une approche budgétaire. En France, c'est relativement cher comparé avec d'autres pays. Les designers français sont plus chers que les designers dans notre domaine, européens, les autres européens. ce qu'on a remarqué, oui. Après, bon, bien sûr aussi la qualité, ça se paye. En même temps, après, il y a aussi peut-être un côté sur lequel, je dirais, parfois les agences en France sont peut-être moins flexibles. Peut-être aussi parce que ça peut être des structures qui sont
organisée différemment, peut-être plus grande. Et dans notre domaine aujourd'hui, c'est vraiment la contrainte timing qui malheureusement est de plus en plus importante et on a besoin de partenaires qui puissent répondre très rapidement à un projet parce que du moment où vous avez briefé sur un projet, il se peut qu'il y a un léger changement de direction parce que vous avez un nouveau concurrent qui a sorti quelque chose et il faut remettre en question des choses. Donc c'est vrai que... Là, tu veux nous faire comprendre que les agences françaises ne sont pas très réactives au niveau du timing, parfois, en c'est ça? fait, après, c'est quand c'est le planning pour la semaine et vous avez raté votre jour. Et après, alors c'est vrai que, notamment avec notre réseau international, après, moi, je vais avoir des responsables marketing en Italie ou en Espagne qui ne vont pas comprendre que notre agence centrale ne va pas être capable de leur fournir quelque chose dans un délai assez court. Ah, merci. Oui. Bien. Je vais vous poser la même question à chacun de vous trois, qui est une question d'ordre pratique au fond. Je vais commencer par Chantal. Quel est le point, ou les points, enfin, le point sur lequel les agences de design françaises, celles qui sont tes interlocuteurs et qui l'ont été longtemps, doivent travailler le plus, le point sur lequel elles doivent être vigilantes par rapport au marché d'aujourd'hui et donc évidemment par rapport à ce qui s'annonce demain. Mais d'après toi, quel conseil aurais-tu envie de leur donner? Donc, comme vous l'avez dit, moi je trouve qu'il y a une très belle qualité de création en France, parce qu'on a longtemps dit les agences anglo-saxonnes, ça n'a pas toujours été le cas, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, je considère qu'on n'a pas du tout à rougir de la qualité graphique et design qu'on a aujourd'hui en France. Et je vais revenir sur ce point qui est à mon avis fondamental pour l'avenir, c'est une question de langage. C'est-à-dire que, je reviens au point précédent, hein, mais l'industriel doit faire un effort pour respecter et comprendre l'agence, comme l'agence doit aussi avoir cette démarche. Alors, il y a un sujet un peu mouvant de ces dernières années qui est le développement durable, où tout le monde s'est engouffré, d'un point de vue agence, je parle. Et aujourd'hui, c'est des thématiques qui sont abordées, mais non pas dans le côté détail, ni dans le côté opérationnel. Or, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, quand on connaît parfaitement les différents secteurs. Donc, mais une agence n'a pas forcément la capacité aussi de sortir du monde de la création pour aller dans le domaine du développement durable. Mais c'est pour citer juste un exemple, ça a été effectivement un engouement. Que les agences restent sur la création, je crois que c'est le plus beau métier du monde, pour donner de la valeur aux marques, pour donner de la valeur aux produits. Et l'essentiel, c'est de savoir se comprendre. Et par rapport à ça, je pense que c'est l'avenir. Et toutes ces nouvelles thématiques qui tournent autour, ça sert à rien, enfin pour moi, ça n'engage que moi, personnellement, de se dire que le prix a une importance. Le prix est un des paramètres de la relation entre un industriel et une agence. S'il n'y a que ça dans la relation, c'est qu'on n'a rien à se dire. Je ne fuis pas le problème. Le prix est effectivement, comme vous l'avez souligné, un paramètre important. Mais c'est un paramètre de la relation. Et en tout cas, de savoir développer des idées, de savoir les porter, de savoir les exprimer, de savoir les réaliser. Parce que aujourd'hui, quand je parlais, enfin en tout cas sur le monde de la distribution, des agences amont, et des plateformes d'exécution, ça sert à rien pour une agence d'aller se battre sur un document d'exécution, c'est pas réellement sa plus-value. Donc aujourd'hui, il y a un marché du packaging qui est en train de se restructurer, avec d'un côté des agences sur la création et des plateformes sur l'exécution. Donc quelque part, la compétence est en train de se répartir pour donner plus de valeur à la création. Enfin moi, ce que j'attends, c'est que chacun reconnaissent la valeur de la création. Je te remercie, c'était très clair, Chantal. Jean-Paul, si je te pose la même question, donc tu travailles avec des agences depuis plusieurs années déjà. Donc,
quel est le point ou les points sur lesquels tu souhaites attirer l'attention des agences? Quels conseils voudrais-tu leur donner par rapport au marché d'aujourd'hui, mais même pour ce qui se prépare, quoi, pour ce qui est demain? Mais pour nous, ce qui est important, on est Nestlé, on est une grosse entreprise, on n'est pas réputé pour être les plus créatifs au monde. Mais néanmoins, le sens de l'histoire, c'est quand même d'intégrer de plus en plus de créativité dans les stratégies, c'est-à-dire de faire avancer les choses, de faire avancer les catégories et d'intégrer notamment, pour reprendre ce que vient de dire Chantal, le développement durable. Je pense qu'il va falloir qu'on réinvente nos packaging. Quand je dis nos packaging, c'est pas seulement les designs et les graphismes, c'est vraiment les matériaux, les fonctionnalités, le côté émotionnel et fonctionnel, de beaucoup améliorer le service, l'usage de tous nos produits. Donc c'est d'intégrer beaucoup plus de dimensions et de réinventer nos packaging. Nous, dans notre dernier grand succès, dernier grand lancement, finalement on s'aperçoit qu'on n'a pas fait de l'éco-conception. On a fait un grand succès avec Papillote de Magie. Mais finalement, on a utilisé un packaging qui est très ancien, qui est un packaging de soupe déshydratée qui existe depuis des dizaines d'années. Bon. Donc ce qu'il va falloir maintenant, c'est être capable d'avancer, de faire progresser les packagings et d'arriver véritablement dans le 21e siècle. Mais est-ce que ce mouvement-là est engagé, Jean-Paul, chez Nestlé par exemple? Nous, on commence depuis 2 ans, et donc je pense que les agences doivent également progresser, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une question de couple, et donc il faut qu'on avance au même rythme ensemble, et qu'on comprenne ces nouveaux enjeux qui sont importants pour nous. C'est peut-être un territoire sur lequel elles peuvent avoir un langage commun, puisqu'elles apprennent toutes les deux, aussi bien la marque que l'agence, elles ont à apprendre ce nouveau territoire. Donc, elles peuvent peut-être apprendre ensemble, là, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Tania, si je te pose la même question, quel conseil, quel point sur lequel l'agence doit prêter attention si elle veut se développer, si elle veut survivre, si elle veut vivre aujourd'hui et demain? En tant que marque, que dis-tu, toi? Qu'attends-tu? Je pense qu'en fait, nos marchés deviennent de plus en plus complexes aujourd'hui. Et le rôle commun de l'agence et de la marque, c'est d'aider vraiment le consommateur dans son choix. Aujourd'hui, vous êtes devant un rayon dans un supermarché, vous cherchez à acheter un produit de consommation. Et c'est vrai que quand on observe les gens, ils sont perdus. Donc notre rôle, c'est peut-être d'aller plus loin, peut-être de pousser aussi les marques à aller plus vers la rupture, pas forcément ressembler à ce que tous les concurrents dans ton domaine, vont c'est faire. pas facile, c'est courageux ça, Ouais, non? oui, mais je pense qu'il faut aller vers ça. Pour nous, dans notre domaine, c'est super important d'émerger un maximum en linéaire. Donc c'est ça que tu attends des agences, qu'elles te je pense poussent à la que rupture? c'est vraiment aussi de pousser les marques à la rupture. Et tu vas les suivre? Peut-être pas toujours, mais après, je pense que c'est bien aussi, c'est qu'en se challengeant mutuellement qu'on avance de façon constructive. On a souvent des débats avec les agences parce que d'un point de vue marketing, nous, on veut toujours raconter toute l'histoire, mais parfois less is more. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un aussi en face qui va vous dire mais là je peux pas placer 5 claims, il faut que tu en choisisses 2. Et je pense que c'est dans cette interaction qu'on avance avec intelligence pour au final en fait aider le consommateur à tout de suite repérer dans le linéaire le produit et comprendre si j'achète ça, mais voilà le bénéfice que je vais en tirer. Bon. Une question un peu plus brutale, Tania, c'est que j'imagine que tu travailles avec des agences depuis plusieurs années aussi. Tu as une certaine fidélité peut-être avec certaines agences. Est-ce qu'il faut remettre en question, remettre en compétition ces agences de design? Est-ce que vous faites ça d'abord? Oui, nous on le fait. Est-ce que c'est bien ça? Bah écoutez, après, je pense que parfois, ça peut aider, même si au final, ça nous est arrivé de faire une compétition et de garder l'agence qu'on avait. Ça permet quand même de stimuler un peu l'agence qui est en place. Et c'est vrai après que quand ça vous arrive à l'issue d'une compétition, de travailler avec une nouvelle agence, ça peut amener aussi des nouvelles idées. Donc je pense que
Ça dépend de votre domaine. Dans un domaine comme le nôtre, sur le marché home care, qui est très très bataillé, nous ça peut nous aider. Bon, c'est pas qu'on essaye de changer tous les 6 mois d'agence non plus. Et ces compétitions-là, elles sont rémunérées? Oui. Bah alors, on essaye bien sûr nous de notre côté de limiter les coûts, mais on essaie de jouer le jeu pour quand même rémunérer. Oui. Jean-Paul, je te pose la même question. Est-ce qu'il faut remettre les agences, parce que vous avez un taux de fidélité assez remarquable dans cette marque, est-ce que vous remettez vos agences fidèles en compétition systématiquement? Est-ce que c'est souhaitable? Non, c'est pas le principe général, c'est plutôt par exception. C'est-à-dire si on sent qu'une agence commence à vraiment s'épuiser sur un sujet, qu'il n'y a plus le mouvement, il n'y a plus l'envie, à ce moment-là, on va faire une compétition. Mais c'est pas le premier réflexe. Et Nestlé rémunère ces compétitions, hein? Oui. Chantal, tu as la même expérience? Vous remettiez en compétition? Véronique, toi tu travailles avec tellement d'agences, mais est-ce que tu les remettais en compétition? On a été très longtemps fidèles. Et moi, le mot de compétition, ça ne me plaît pas parce que c'est déjà un mot qui montre une bataille. Et comme je viens de vous dire, pour moi, ça ne passe pas par là. Ouais. Je pense qu'il faut observer ce que font les agences, il faut voir aussi comment elles font leur développement, ce qui est important. Après, effectivement, il peut y avoir une grille tarifaire, il peut y avoir un appel d'offres, mais c'est pas uniquement ça, parce que, je reviens au point précédent, si on ne se parle que de prix, le prix peut cacher énormément de choses et ne pas amener forcément un très bon résultat. Donc c'est vraiment une notion très galvaudée aujourd'hui, mais qu'on perd un peu, c'est la relation qualité-prix qu'il faut jauger et non pas uniquement la performance financière. Mais je crois que c'est important de voir ce qui se passe dans les agences, de voir leur réalisation et de comprendre un peu comment elles travaillent et leur évolution aussi, ce qui est très important, pour que les industriels puissent effectivement faire leur choix en meilleure connaissance de cause qu'une grille tarifaire ou un tableau Excel qui n'est pas très constructif. Merci. Jean-Paul, est-ce qu'il faut faire travailler des agences qui ont déjà l'expérience ou une expertise dans le domaine concerné? Ou est-ce qu'il faut aller vers des agences qui n'ont pas cette expérience-là? J'ai pas de règle générale. Si on voit des agences qui font des choses qui nous plaisent énormément, on peut très bien avoir envie de les essayer. J'ai déjà fait ça. Ouais. Bien. Écoutez, je voulais vous remercier tous les trois parce que vous avez partagé vos expériences vraiment avec sincérité. C'était très très clair, très, très utile pour ma part en tout cas. J'ai appris des choses. Et je vais laisser la dernière question à Christophe Pémal qui attend, je crois, un mot de vous, c'est ça? J'ai même 2 questions à vous poser, en fait. Moi, je suis un homme de communication et spécialisé dans l'univers des agences de design. Donc, ce débat m'intéresse d'autant plus. Et je voudrais vous poser à vous, Marc, une question fondamentale. Qu'attendez-vous en termes d'agences de design en matière de communication? Comment souhaiteriez-vous qu'elles communiquent aujourd'hui? Elles sont présentes par différentes actions, les relations presse, leur réalisation, des conférences, Internet. Comment souhaiteriez-vous qu'elles se mettent en avant, qu'elles se présentent aujourd'hui? Et ma deuxième question, c'est en un mot, un seul mot, ça va vous permettre de réfléchir sur la première. Un seul mot, sur quel point souhaiteriez-vous que la relation marque-agence de design s'améliore-t-elle? Chantal, à toi l'honneur. Tu as encore 1 minute, tu vois. Sur la première... Venez découvrir les dernières innovations Jean-Paul. C'est pas facile ta question, parce que quand j'étais en agence, je me posais déjà les mêmes questions. Je crois que ça revient au fait de faire savoir le savoir-faire. Il y a aujourd'hui plein de méthodes de communication, c'est pas les plus coûteuses qui sont certainement, mais une relation de communication plutôt continue et non pas one shot, quoi, en disant ça y est, on est l'agence qui a fait ça, on s'arrête là. Je crois que une agence c'est une entreprise comme une autre aussi. Elle a une stratégie, elle a une structure de développement, etc. C'est important de faire savoir régulièrement ce qu'elle fait et comment elle le fait. Et
s'ils le peuvent aussi avoir des résultats. C'est de Ça, c'est important. de quantifier la création, c'est toujours difficile parce que même quand on a des résultats de part de marché, on n'est pas sûr que ce soit essentiellement dû ou à cause du packaging. Mais je crois que c'est effectivement d'avoir un langage plus simple, plus clair sur le long terme. Merci Chantal. Alors, Deuxième question. la deuxième question, c'est un mot. Un mot pour résumer et en quoi elle peut s'améliorer, la relation marque-agence. Est-ce que c'est timing? Est-ce que c'est création? Se comprendre mieux. Très bien. Jean-Paul? Pour la première question, moi, de façon très pragmatique, ce que j'aime, c'est des newsletters régulières sur le modèle des journaux sur Internet, avec des petites vidéos où ils expliquent ce qu'ils font. Et moi, je les lis toujours. Je trouve ça très très simple. Et pas des one-shots, moi je suis d'accord. Moi, ce qui m'énerve, c'est tout d'un coup, on est l'agence géniale, ensuite on n'entend plus parler pendant des mois. Voilà. Sur le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils apprennent avec nous les nouvelles conditions du développement durable et de la stratégie, c'est-à-dire lier stratégie et créativité au service de la stratégie. C'est toujours essayer d'aller un peu plus loin et d'être un peu plus créatif, et Gérard nous incite à faire ça. Merci Jean-Paul. À vous Tania. C'est pas très original parce que je rejoins assez bien Jean-Paul ça l'est. et Chantal. C'est vrai que c'est intéressant pour nous d'être nourris assez régulièrement via des newsletters ou des petits déjeuners ou des choses comme ça que les agences peuvent organiser pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Et justement, qu'on nous communique un peu ce savoir-faire qui parfois en fait est un peu méconnu de la part des industriels. Et bon, c'est vrai que moi personnellement, je reçois une tonne de mails, mais ça c'est des choses comme ça on lit peut-être pas en entier, mais s'il y a quelque chose qui nous attire, un cas sur on a fait le pack de telle et telle marque, si c'est illustré avec des résultats, tant mieux, mais je pense que ça c'est des choses finalement assez simples mais pragmatiques qui nous aident au quotidien. Merci. Et un dernier mot pour résumer. En quoi la relation peut-elle s'améliorer entre les marques et les agences? Je pense que c'est vraiment avoir l'esprit d'équipe et se challenger mutuellement pour aller de l'avant et innover pour le consommateur. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et je repasse la parole à Gérard Caron qui veut annoncer la prochaine table ronde. Merci. Merci. Donc, merci encore à vous, les amis. Je vous annonce que là, nous avons donc écouté le point de vue des marques vis-à-vis des agences de design. Maintenant, c'est au tour des agences de design qui vont s'exprimer sur leur relation, leur rapport avec les marques. Voilà, donc la prochaine table ronde dans quelques minutes, je pense que c'est dans 10 minutes, ici, avec les designers sur le plateau. Merci. Yeah.